Salon Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la Vigne et des Hommes, de la Vigne et des Femmes, puisque vous savez que nous avons suivi beaucoup de viticultrices dans le milieu du cognac notamment. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 pas d'Angoulême, à Linard exactement, au domaine Roussille. Je suis avec Marianne et Arnaud Roussille. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, je vous ai découvert au sujet d'un week-end portes ouvertes que vous avez organisé les 8 et 9 juin 2024. Comme ça permet de situer l'émission. On enregistre à la fin du mois de juin de cette année 2024. Et vous aviez monté un atelier, notamment dans ces journées dédiées au goût, à la sensibilisation à la biodiversité, au travail engagé avec la Ligue de protection des oiseaux et l'amour de l'élevage des pinots et des cognacs. C'est toute une histoire d'une famille et d'un domaine que je vous invite à découvrir avec Marianne et Arnaud Roussille. Et de plus, on sait que le guide du Petit Futé dit de vous que vous avez le sens de l'accueil et de la pédagogie souriante. Alors je ne doute pas que nous allons passer un très bon moment ensemble et que nous allons commencer avec vous, Marianne, pour savoir où nous nous trouvons, que vous nous décriviez pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, le lieu où nous sommes et depuis quand vous êtes là et l'histoire du domaine. Alors, c'est une maison qui est familiale. Donc là, nous nous trouvons dans la cour de la maison familiale. C'est un domaine qui existe depuis 1863. Ce domaine est transmis de génération en génération. Et nous avons commencé à commercialiser juste après la Seconde Guerre mondiale avec Gaston Roussille, qui est le grand-père de mon mari. Voilà. Bien. Alors, vous vendez votre production à des grandes maisons, vous commercialisez une partie. Comment ça se passe? Puisque la plupart, c'est ça qu'ils font, mais vous, ici? Alors, nous, ici, on est, jusqu'à présent, nous sommes des propriétaires récoltants, nous sommes indépendants et nous ne travaillons pas avec les grandes maisons. Alors, bien sûr, nous avons besoin parfois qu'ils nous achètent des volumes pour la trésorerie, mais ce n'est pas notre activité principale, nous n'avons pas de contrat et nous sommes obligés de partir, je dirais, par ville et village pour commercialiser dans la France. Voilà. Donc ça veut dire que vous faites des salons et vous êtes sur la route en itinérance pour présenter vos produits. Exactement, nous partons environ 6 mois dans l'année et nous partons à travers des grandes villes de France. Très souvent, ce sont des salons qui ont été démarrés par notre grand-père et nous poursuivons. Nous avons sur certaines villes 73 ans de présence cette année. Alors ça veut dire que dans les salons, vous allez retrouver des gens qui sont là comme vous depuis des générations peut-être? Alors, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a quelques-uns, il y a quelques producteurs comme ça qui sont là de génération en génération, mais je dirais maintenant, je crois que ça se compte un petit peu sur les doigts d'une main. Parce que c'est vrai que lorsque je fais des émissions, je n'ai pas tous les jours des gens qui vont faire des salons comme vous. Donc ça me paraît intéressant de comprendre comment vous fonctionnez. Et on parlait en préparant l'émission du déficit de connaissances du pinot surtout et aussi du cognac au niveau national. Eh bien, comment nous préparons un salon? C'est tout simple, il faut d'abord s'inscrire. Et puis ensuite, il faut préparer en amont et essayer d'avoir un objectif de vente et essayer d'avoir suffisamment de marchandises à ce moment-là. Et donc, nous partons sur le salon, nous nous installons. Donc, c'est des locations d'emplacement d'environ 9 mètres à 12 mètres carrés que nous avons besoin. Et puis, partons de là, on va s'installer, on va faire une mini-boutique, si je puis dire. Et puis, nous allons attendre le public, les visiteurs, et là, il va falloir accrocher poliment, sans non plus harceler la clientèle qui peut passer dans l'allée. Parfois, pour les salons, nous avons aussi une vieille clientèle. Alors, quand je dis vieille clientèle, peut-être plutôt une clientèle d'habitués, voilà, tout simplement, donc qui va revenir, qui sera heureuse de nous revoir comme nous sommes aussi heureux de les revoir, mais il va toujours falloir essayer de créer de la nouvelle clientèle. Alors, les questions les plus posées lors de ces salons, lorsque les gens vous approchent pour dire... parce qu'il y a ceux qui veulent goûter et qui vont goûter partout, puis il y a ceux qui s'intéressent et qui vont venir vers vous, ils vont vous dire quoi ?
Alors, ceux qui veulent goûter pour goûter partout, je dirais, ça se voit pratiquement à l'œil nu. C'est même plus une question de feeling, hein, ça se voit vraiment. Après, on a les personnes qui arrivent et qui parfois nous disent, eh ben voilà, je suis interpellée parce que vous avez mis ça, vous avez une distillerie, je ne connais pas le produit, je suis novice, est-ce que vous voulez bien m'expliquer? Donc on explique et puis on rentre petit à petit dans le sujet, on propose la dégustation, ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire, hein, bien évidemment, mais voilà comment nous opérons. Bon, alors c'est une merveilleuse transition pour que vous nous parliez 2 secondes du produit que vous faites ici, parce qu'il y a le cognac, il y a le pinot, et ensuite on va voir avec Arnaud comment vous élevez, vous cultivez, et puis nous rentrerons ensuite dans la distillerie. Peut-être qu'Arnaud pourra mieux expliquer la fabrication du pinot. Hein, là, c'était juste pour vous nous disiez quelles sont vos gammes, en gros. Nos gammes. Alors bon, pour nos gammes, on a 6 gammes de pinot. Nous avons les pinots Dijon, donc l'entrée de gamme, en blanc et en rosé. Puis après, nous avons ceux qui sont un petit peu plus âgés, donc en blanc et en rouge. Et puis nous avons nos extra vieux qui sont aussi en blanc et en rosé. Et alors vous avez fait la part belle aussi au pinot. Ce n'est pas non plus le cas de toutes les maisons qui font du cognac. Oui, alors ça c'est héréditaire, je dirais. C'est notre grand-père qui a été parti sur le pinot et on est toujours resté un petit peu sur ce monde du pinot qu'on a tant besoin de développer. On l'a bien entendu. Merci Marianne. Je vous retrouve dans un instant. Bien Mais alors sûr. Maintenant, avec Arnaud, on s'est déjà dit bonjour. Et moi, j'ai envie de savoir, j'ai lu que vous vous engagiez dans la biodiversité, dans une culture différente de simplement labourer la vigne ou passer des produits. Vous faites des plantations, etc. C'est toute une démarche que vous avez entreprise. Il y a combien de temps? Puis que vous puissiez nous en parler. Alors, les premiers engrais verts ont été installés il y a 8 ans, donc à peu près, sur des essais de moutarde au départ. Et puis après, on est parti sur de la févrole, un peu de vesse, avoine ou seigle fourragé, ça, suivant les années. Et puis, petit à petit, on s'est orienté à faire, à planter des haies, pour essayer de faire revenir un peu tout le côté biodiversité. Revoir des oiseaux comme des mésanges qui vont venir attaquer tous les petits insectes qui sont dans la vigne. Si possible, les chauves-souris qui vont s'attaquer au vol de nuit, donc de type flavescence, à venir manger la nuit. C'est des choses comme ça. La nature est faite pour vivre en osmose avec elle-même, on va dire. Très bien. Alors, ça veut dire que vous semez à l'automne. Enfin, comment vous faites très concrètement et dans le temps pour qu'on ait une image en gros? Alors, c'est des engrais divers. Les couverts végétaux, ça va être des engrais divers. Donc, moi, je les sème plutôt mi-août, entre mi et fin août. Ils vont se développer tout l'hiver et vers la mi-avril, je les détruis. Donc, je soit broyer, soit rouler. Et après, on va les laisser se décomposer à même le sol. Que les micro-organismes, que ce soit eux, viennent attaquer directement sur le sol et non pas les enfouir. Ça veut dire que le sol, il est toujours couvert? Alors, pratiquement, pas toujours. Après, y a des moments où, mois de juillet, on va commencer à retravailler un petit peu les sols pour repréparer la terre pour le prochain engrais vert que l'on va mettre. D'accord, oui. On fait un travail, on essaye de maintenir tout ça entre l'enherbement qui va être, concurrentiel à l'eau et aux engrais qu'on peut apporter, et maintenir un peu un équilibre entre tout ça. Alors, ce tournant de la biodiversité, c'est venu comment dans cette histoire de famille? C'est venu où j'ai trouvé une carte des années 50 oui. Sur Internet, et donc j'ai forcément zoomé sur mon village, voir comment il était fait. Et il y avait beaucoup d'arbres à cette époque-là. Il y avait beaucoup d'arbres. Et en comparant les années 50 à 2015, 2010, 2020, il n'y a plus d'arbres. En fait, tout a été coupé. On avait une forte demande de production sur l'appellation, Cognac, Pinot des Charentes. Et donc, les petites pallisses, les petits arbres, les petites choses comme ça ont été coupés. Alors, vous auriez pu vous dire, bon, c'était comme ça avant, finalement, c'était pas mal, et puis ça ne vous aurait pas fait un choc, finalement, pour dire, tiens, si on reconstruisait un paysage qui avait l'air plus en harmonie.
Eh ben, c'est ça, on essaie de reconstruire. On a planté il y a 2 ans 500 mètres de haies. On va voir cette année ou l'année prochaine pour continuer. Le fait de mettre des haies, ben, ça va faire revenir tout ce qui est oiseaux, tout ce qui est rapaces, tout la vie en fait. Quand on discute avec des chasseurs du coin, le gibier qui nous reste en ce moment, c'est sanglier et chevreuil, qui font de gros passages et parfois de gros dégâts. On a très peu de lièvres et on n'a plus de faisans, on n'a plus de perdreaux, on n'a plus de petits oiseaux à plumes qu'on voyait beaucoup plus du temps de mes parents, de mes grands-parents. Bien, alors on a bien compris, vous refaites vivre cette nature pour qu'il y ait un meilleur équilibre. Oui. Et puis aussi trouver un peu d'ombre quand on fait les relevages. D'ailleurs, là on est à l'ombre du catalpa dans la cour avec la maison de maître là sur ma droite. Et puis on va justement pénétrer maintenant dans la partie distillerie. Maintenant qu'on a vu comment vous cultiviez, vous éleviez la vigne, on va voir comment on fabrique le pinot et le cognac. Arnaud, nous nous trouvons là maintenant dans la partie distillation avec les grands alambics derrière moi, mais quelques photos qui illustrent ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire plantation des haies, les oiseaux, etc., qui sont en photo, et puis même un panneau avec tous les plants des arbres qu'on peut trouver ici. C'est ça. Donc les haies, on a choisi des essences locales. On n'a pas mis d'olivier, de palmier, de choses. On garde que des essences de chez nous. Et voilà, ce sont des haies qui vont être pour briser les vents, qui vont être pour faire une barrière entre les vignes et le voisinage. Et puis, toujours pour accueillir faune et flore qui viendront s'y installer. Bien, alors ça aussi c'est très pédagogique. Maintenant, on peut parler 2 secondes de vos alambics qui sont derrière nous. Qui est-ce qui en parle? C'est Marianne, c'est vous? On peut en discuter. Les alambics, donc mis après la Seconde Guerre mondiale, si ma mémoire est bonne. Donc on a eu un premier alambic de 18 hectos, un second de 25. Donc aujourd'hui on tourne avec ces 2 alambics que l'on prend soin parce que c'est un outil plutôt important, que ce soit dans la fabrication des cognacs et des pinots des Charentes. Le but étant de faire une eau de vie qualitative et aromatique du mieux possible. Alors, on décrit le fourneau, c'est chauffé au gaz, je suppose, oui, ou gaz. Ensuite, on va passer au col de cygne. Col de cygne, on a le réchauffe-vin, qui est une partie qu'on verra après. On a après le même circuit, donc col de cygne, on arrive sur la pipe où on a la partie pour refroidir les vapeurs. Le réchauffe-vin, lui, a été installé simplement pour gagner du temps et de l'énergie. On va le remplir de vin et quand les vapeurs d'une chauffe va passer au travers, va réchauffer le vin. Et quand le vin va rentrer donc dans la chaudière pour être chauffé, il est déjà chaud. Il est déjà un peu chaud. Voilà. Ça va aller plus vite. On gagne du temps et du gaz. Alors bon, ceux qui nous écoutent depuis longtemps savent comment ça fonctionne. Maintenant, on va peut-être parler du pinot. Comment on le fabrique, Marianne? Alors le pinot, c'est un jus de raisin qui est muté avec de l'eau de vie de cognac. Et il faut que ce jus de raisin et cette eau de vie de cognac proviennent de la même propriété. Ça oui, c'est important de dire qu'on ne fait pas des mélanges d'ailleurs. C'est vraiment de la même propriété. Alors on vendange et on empêche tout de suite le raisin de fermenter. De se transformer en vin en apportant l'eau de vie de cognac dessus. C'est un mutage. Très bien. Alors maintenant, je pense qu'on va passer dans un autre endroit. Oui. C'est le chai de vendange. De vendange. Ah oui, c'est ça. Voilà. On va aller voir tous les appareils qui servent à vendanger. Donc voilà, on passe. Il y a écrit chai de stockage. Non, on tourne et on monte. Voilà, je suis un peu perdu là. Votre maison est grande. Alors, et là, vous me disiez que vous aviez conservé depuis les grands-parents, les grands cuviers. Alors, il y a des foudres en bois. Je passe dessous à l'instant, mais des grands cuviers en béton. Voilà, nous avons conservé, en fin de compte, sur la propriété, tout a été conservé au fur et à mesure que nos anciens l'ont bâti. Eh bien, tout a été conservé après, et le modernisme est arrivé au fur et à mesure, mais sur des bâtiments dits traditionnels.
Alors maintenant, on arrive devant une grande porte, comme une grande porte de garage, coulissante. Voilà, et là, la vendange arrive ici, elle est bénée. Elle sera bénée dans le conquet à vendange. Puis après, à l'aide de la pompe et du foulot, elle sera montée sur les pressoirs. Alors, je vais vous demander de nous dire tout ce que ça veut dire, le conquet. Alors, c'est une espèce de grand entonnoir rectangulaire. Voilà, c'est cette grande fosse. Donc, la vendange est bénée dedans. Et puis ensuite, vous avez une vis sans fin tout à fait au fond qui va entraîner la vendange à l'aide du foulot-pompe qui va propulser cette vendange sur les 2 pressoirs qui sont en hauteur. Et alors ensuite ? Ensuite, on va presser la vendange. Nous allons filtrer le jus de raisin et ensuite, nous allons le muter avec de l'eau-de-vie de cognac, juste au moment de la fabrication. C'est ici que tout se passe pour cette partie-là, en tout cas. Oui. Arnaud ? Oui, alors... C'est la fabrication du Pinot des Charentes comme on l'a décrit et qu'on l'a toujours connu. Après, nous travaillons dès le jus de raisin. Donc on commence déjà à travailler les jus de raisin. On a travaillé les eaux-de-vie en amont et après on fait l'assemblage des deux. Bien. Là, simplement pendant la vendange en fait. Pendant la vendange, c'est ça. Donc on va travailler les eaux-de-vie en amont dans le chai à cognac, qui vont être des eaux-de-vie pour la fabrication du Pinot. Et pendant les vendanges, on va préparer le jus de raisin, travailler le jus de raisin pour lui apporter des arômes, pour lui apporter des choses comme ça, donc le travailler lui-même avant le mutage. Parfait. Alors maintenant que vous nous avez expliqué, alors là, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de temps. C'est un travail intense au moment des vendanges. C'est intense et c'est une organisation. Il faut que tout soit millimétré, entre guillemets. On commence toujours nos vendanges par les pinots, qui ont tendance à avoir une maturité un peu plus avancée. Et donc, c'est toujours la première semaine qui va être la plus stressante. Les vendanges de vin pour faire les eaux-de-vie de cognac sont beaucoup moins pénibles, on va dire, où on fait rentrer le vin, on le presse, on le met à fermenter, et on a du vin blanc de distillation, voilà. Oui, ça, on l'a bien compris. C'est-à-dire que là, il ne faut pas rater pour faire le Pinot, il faut le faire immédiatement. Donc, comme vous disiez, de la synchronicité et tout est millimétré. Mais ça, on l'a bien compris, mais on se rend compte là aussi que ce n'est pas si évident quand on veut faire du Pinot, beaucoup de Pinot, j'allais dire. Alors, quand on veut faire... Non, mais un Pinot des Charentes simple, on va faire venir la vendange, la presser, comme vous disiez. Une fois que le jus est pressé, on le mute. Et on a un Pinot simple qu'on va trouver traditionnellement. On commence, nous, depuis 4-5 ans maintenant, à travailler le jus de raisin avant le mutage. Donc, ah oui, c'est ce que vous disiez. Vous travaillez aussi le jus de raisin. C'est ça. Donc, on va travailler le jus de raisin. Comme tout le monde le sait, pour des rouges, on va faire des macérations. Et là, on commence à travailler sur des rosés, sur des blancs de différentes manières. Alors, je ne rentrerai pas dans les petits détails, parce qu'on a tous nos petits secrets de fabrication. J'espère bien. Et donc, voilà, on va commencer à travailler les jus. Donc, on a un groupe froid qui tourne pour essayer de maintenir une température basse pour éviter les départs en fermentation. Et on va travailler, d'une certaine façon, nos jus avant de muter nos jus et nos eaux-de-vie pour fabriquer des pinots. Très bien. Alors, on va passer rapidement dans la salle de dégustation, mais pour aller directement dans un endroit magique aussi, qui est le chai, où vous préparez les cognacs, les eaux-de-vie, c'est ça ? C'est les eaux-de-vie, préparation des eaux-de-vie. On y va. Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Alors nous nous trouvons maintenant dans le chai. C'est un endroit magique évidemment, comme à chaque fois qu'on rentre dans un chai de vieillissement, parce que d'abord on a tout l'ensemble des barriques qui sont devant nous, on a les foudres et on a le champignon qui tapisse les murs, et puis cette odeur si particulière. Et maintenant, je vais demander à Arnaud de nous parler de l'endroit où nous sommes, et qu'est-ce qu'il y fait, bien sûr, l'élaboration du cognac, puisque en plus, derrière moi, je vois des pipettes, je vois vos instruments pour travailler, comme un parfumeur va faire son parfum, et comme tous les maîtres de chai vont élaborer leur cognac. C'est ça. Je vais travailler, je pense, de la même manière que tout le monde. On va sélectionner des eaux-de-vie, on va parfois créer des assemblages, quand on va chercher un peu de tendresse, un peu de caractère, un peu d'arôme, toutes ces petites choses pour assembler et finir par faire un cognac qui va nous représenter d'abord, que l'on va aimer, et qui, on pense, va être apprécié par notre clientèle,
nos visiteurs, nos acheteurs. On fait des produits auxquels on y met beaucoup de nous pour que ça se retrouve chez beaucoup de vous. Bah, ça c'est très. Je trouve que c'est très joli comme image. Je trouve que c'est très très joli. Comment d'un nez à l'autre, je pense que votre père n'a pas le même nez que vous. Et comment on fait les mêmes produits? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a plus du tout le même palais, on n'a pas du tout le même nez. Et j'ai constaté, moi, que le palais et le nez de mon père évoluent en vieillissant. Et donc, il fait des eaux de vie qui n'ont plus les mêmes caractères, on va dire, qu'il faisait quand il était plus jeune. Donc, on essaye de garder une certaine linéaire, même si c'est pas toujours facile, et d'écouter tous nos clients, toutes les personnes qui dégustent nos cognacs, nos eaux de vie. On retient beaucoup de ces gens-là pour venir retravailler derrière, s'il y a besoin, afin de le plaire au maximum à toute personne qui vont déguster. Bien, alors là je vois 2004, 1990, comment on stocke, comment on garde, comment on fait tout ça? Donc on fait vieillir. La plus vieille qui est derrière est de 1960. C'est la dernière distillation de mon arrière-grand-père. Et donc, comme on dit un peu en Charente, l'arrière-grand-père fabrique, le grand-père fait vieillir et le père vend. Donc voilà, donc mon père a commencé à la commercialiser il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, je pense. Et donc voilà, c'est une eau de vie qui, je pense, à l'heure actuelle, a plus perdu en évaporation qu'il en reste en barrique. D'accord. Donc, ouais. Donc, c'est une eau de vie, c'est nous, c'est un peu notre héritage du début de tout ce qui a commencé ici. Donc, on la bichonne, on en prend soin. Et puis, après, on a différentes années d'assemblage que l'on peut parfois mélanger entre elles. On va pas forcément garder que des barriques d'une certaine année pour les assembler entre elles. On va aussi apporter des barriques un peu plus jeunes, des barriques un peu plus vieux pour faire toute notre gamme qui va être VSOP, Vieille Réserve, XO Vermeil. À part le Vermeil, qui lui est la dernière distillation de l'arrière-grand-père et n'est pas assemblée. D'accord, je comprends. C'est un peu l'histoire qui reste, qu'on peut goûter. Voilà, c'est l'histoire qui est restée telle qu'elle, c'est un brut de fût. Et donc voilà, on a décidé de ne pas l'assembler justement pour garder ce caractère qu'avait l'arrière-grand-père. Ben ça, c'est beau ce que vous dites, parce que ça nous permet de mettre de la chair en même temps sur des gens qui ont disparu, mais on peut encore goûter le produit qu'ils ont fabriqué. C'est une manière d'être en lien. Puis c'est des souvenirs. Quand on déguste, c'est toutes des histoires qu'on nous a racontées qui reviennent, c'est des choses qui ressurgissent. Puis voilà, c'est des éclats de rire, c'est parfois des colères, des tristesses, des joies qui reviennent. Et donc qu'il faut préserver. Tout le monde ne les connaît pas. Des personnes vont le déguster sans connaître tout ça, et nous avons toujours ça en tête cette vie qui a eu autour de cette barrique. Mais oui, alors... Maintenant, ça fait 60 ans qu'elle est ici et 60 ans qu'elle a vu passer mon grand-père, mon père, et qu'elle me voit passer devant elle. Alors, il y a beaucoup d'humanité quand vous me parlez, il y a beaucoup de poésie en même temps, il y a beaucoup de parfums, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a incité à prendre la suite ? Ce qui m'a incité à prendre la suite, alors c'était pas bien parti au départ. Hein. C'était pas bien parti parce que mon père il a eu un raisonnement qui était plutôt juste de me faire commencer par le début. Donc le début, c'est en plein hiver au milieu des vignes, en plein été sous la chaleur au milieu des vignes, et c'était quelque chose que je n'aimais pas trop. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait une pause où je suis parti 15 jours, 3 semaines en voyage. Et au retour de ce voyage, j'ai dit à mon père, je lui ai dit, bon, moi je veux bien bosser, mais je veux plus te suivre, voir ce qui se passe après. Et c'est là où on a fait la première coupe, le premier assemblage. On a passé une matinée à déguster les cognacs, à chercher comment les assembler. Et c'est là où il y a une magie qui s'est faite, où j'ai tout de suite compris que le travail qui est difficile en amont, il débouche par faire quelque chose qui peut être beaucoup plus sensible qu'on ne le pense.
Bon, écoutez, Arnaud Roussy, c'est beau ce témoignage. Je pense que votre maman, qui maintenant va nous parler à la fois des heures d'ouverture, des produits où on vous trouve, etc., mais elle a dû être contente que vous vouliez prendre la suite. En tant que parents, on peut être qu'heureux quand les enfants veulent reprendre la suite. Surtout pour nous qui sommes vraiment une histoire familiale de plus de 150 ans, c'est toujours des moments très agréables, oui. Alors, on va y passer, mais on ne va pas aller au magasin, mais vous allez nous dire vos heures d'ouverture, comment on vient ici, et puis qu'est-ce qu'on trouve dans le magasin? Alors, notre magasin est ouvert toute l'année. Il est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Nous avons dans ce magasin bien tous nos produits, donc nos pinots, nos différents pinots, nos différents cognacs. Donc, on va passer pour le cognac du 3 étoiles, qui peut être aussi chez certains confrères VS, jusqu'à notre cognac dit XO Vermeil. Donc, c'est celui qui a de 1960, vous l'aurez compris tout à l'heure. Et puis ensuite, pour les pinots, c'est pareil. Nous avons l'entrée de gamme, milieu de gamme, et puis la gamme des extra vieux, comme nous avons parlé tout à l'heure. Nous avons aussi des produits locaux qui sont dans notre magasin. Donc, nous travaillons avec un charcutier de façon à avoir des pâtés pour faire des tartinades, je dirais, pour l'apéritif. Là, on est en train de penser à faire des biscuits salés pour l'apéritif qui puissent s'accorder avec nos pinots et nos cognacs. Et puis ensuite, nous avons d'autres produits locaux qui peuvent agrémenter des paniers gourmands. Voilà. Bon, pour ça, il faut venir vous voir. Il faut venir nous voir. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie de votre accueil. Merci. On viendra peut-être vous voir pour les vendanges, je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas on verra. Avec plaisir. C'est gentil de nous avoir reçus dans votre domaine Roussy, aussi bien Marianne qu'Arnaud. Et puis on vous souhaite de passer un bel été et puis de vous dire à très bientôt. Et moi je vous dis à bientôt aussi pour une autre émission de La Vigne et des Hommes.